bienvenue à nouveau, amateurs de sorcières. Ce soir, une jeune fille survit au rituel de maturité, le plus terrifiant que l'on puisse imaginer, et cela change complètement ce que les sorcières pourraient devenir. Mais pendant que Border Town célèbre et que Roland lance son navire de béton, armé de canons comme s'il faisait un speedrun de la révolution industrielle, l'église déplace ses pièces en silence, depuis l'ombre, des fillettes enlevées, des prisons souterraines, et une vérité qui aurait dû rester enterrée. Et au milieu de tout ce chaos, un démon lion ailé, un défilé de victoires nourries de viande glacée au miel, et un moment capable de déclencher une guerre civile dans les commentaires. Commençons. Revenons à nos personnages préférés. Wendy fut la première à s'approcher, posant doucement une main sur l'épaule de Nana, soutenant les paroles de Roland, affirmant que tout irait bien. C'était ce genre de contact qui disait « tu n'es pas seul », sans oser promettre que cela ne ferait pas mal. Le père de Nana fit un pas en avant, son inquiétude désormais impossible à contenir. Il lui dit de serrer sa main si la douleur devenait trop intense, et profita de l'occasion pour lui dire combien il était fier de tout ce qu'elle faisait. Ce genre de parole, réservé au père présent. La pièce refusait de se noyer dans la peur. Ainsi, Lightning et Roland proposèrent des idées pour distraire Nana, comme des tours de magie ou des histoires d'aventure du père de Lightning. Ce qui donna lieu à des disputes entre eux sur la meilleure idée, comme s'ils cherchaient davantage à se détendre même que Nana. Les yeux de Nana s'adoucirent, et un sourire apparut sur son visage. De son côté, le père demandait le silence afin que sa fille puisse se reposer. Anna fut la dernière à bouger. D'un pas léger, elle s'approcha de Nana, se pencha pour lui donner un baiser et murmura que tout le monde était là pour l'aider, et qu'elle devait leur promettre de vivre. Nana, malgré ses doutes, promit qu'elle vivrait. Minuit approchait, lent et implacable. Personne ne quittait le lit, comme si partir pouvait tenter le destin. Lightning, d'une manière ou d'une autre, était la seule à ne pas s'ennuyer. Elle vibrait d'énergie, parfaitement éveillée, comme si attendre était son état naturel. Le prince, en revanche, semblait à 2 secondes de s'effondrer sur le sol. Il ne faisait qu'observer Lightning, qui semblait aspirer le peu de vie qui lui restait. Elle ne se lassait pas de raconter les aventures de son père. Le prince se tourna vers Nightingale, luttant contre un nouveau bâillement, et lui demanda si elle avait ressenti un changement magique chez Nana. Nightingale secoua la tête, calme mais honnête, rien d'anormal, seulement une attente interminable. Le prince se donna quelques petites claques pour rester éveillé, jurant qu'une fois les mois des démons terminés, il construirait une tour avec une horloge. Attendre sans progrès était clairement son cauchemar personnel. Puis, cela arriva. Un coq chanta. Le prince tira le rideau et regretta aussitôt lorsque la lumière du matin inonda la pièce comme un sort offensif. Anna se réveilla en sursaut, plissant les yeux, tandis que le monde confirmait silencieusement qu'un nouveau jour était arrivé. Il ouvrit complètement le rideau, et tous attendirent de voir si Nana se réveillerait. Et à peine capable d'ouvrir les yeux, après un sommeil profond, Nana se réveilla. Lightning explosa de joie. Son père s'effondra totalement, les larmes jaillirent lorsque le soulagement remporta enfin la bataille. Nana avait réussi son épreuve de maturité. Plus tard, le prince se pencha vers Nightingale, baissa la voix et demanda si elle était absolument certaine que cette nuit-là était bien celle de Nana. Elle acquiesça, subtilement, mais fermement. Elle dit que sa théorie était correcte. La pratique quotidienne de la magie renforçait les sorcières, adoucissait leur croissance et transformait l'âge adulte, autrefois une condamnation à mort, en une étape clé. Wendy intervint, disant que si le prince était le seul à accueillir ouvertement les sorcières, Border Town pourrait devenir leur montagne sacrée. Un endroit où grandir ne signifiait plus risquer sa vie. Elle demanda également la permission d'y amener ses sœurs, assurant qu'elles coopéreraient. Le prince s'illumina instantanément. Il y pensait depuis longtemps. Mais inviter ouvertement les sorcières pousserait le royaume à elle, exécuter avec politesse, alors il planifia de le faire en silence, répandre des rumeurs et laisser les sorcières trouver le sanctuaire par elles-mêmes. Si un jour l'église tombait ou s'il devenait roi, il n'y aurait plus de limite.
Wendy tomba à genoux sans hésiter. Elle jura loyauté, promettant sa vie pour l'aider à atteindre le trône, à condition qu'il tienne sa promesse de protéger les sorcières. Roland, pensif, accepta sa loyauté. Le lendemain, le navire qu'il avait construit était enfin prêt. 2 soldats l'inspectèrent, sans savoir ce que c'était. L'un d'eux, Job, mentionna que c'était un pont flottant, et qu'il en avait vu un lors de ses voyages. Il était construit avec une base en bois et relié par du fer pour assurer sa stabilité. Sérieusement? Il croyait vraiment que ça ressemblait à un pont? À ce moment-là, 2 soldats apparurent en se moquant de Job. Ils dirent qu'il était impossible que ce soit un pont, puisqu'il avait un mât et un gouvernail. Ils arrivèrent à la conclusion la plus évidente, c'était un bateau. Job s'énerva, leur disant qu'il cherchait juste à le provoquer. Vanet, pour calmer la situation, rappela à Job qu'il devait s'entraîner avec les canons. Certains soldats commencèrent à rêvasser, souhaitant devenir aussi redoutables qu'Aronnax. D'autres, en revanche, s'inquiétaient de devoir quitter leur poste, craignant une baisse de salaire. Mais ils conclurent que c'était impossible, puisque leur seul travail consistait à garder les barils propres. Et ils commencèrent à plaisanter entre eux. L'un d'eux devint sérieux et se demanda quand tout cet entraînement se transformerait en véritable combat. Un autre indiqua que l'équipe de Mousquet s'entraînait déjà aux tactiques de combat sur les remparts. À cet instant, Vanet assembla les pièces du puzzle. Le prince comptait-il vraiment utiliser des canons contre des bêtes démoniaques? Les canons n'étaient pas pratiques sur les remparts, cela n'avait aucun sens. La réponse arriva une seconde plus tard. Pas contre des bêtes, mais contre des armées. Sur la rive ouest de la rivière Redwater, l'équipe de canons s'entraînait sous le commandement d'Aronnax. Ils visaient tous dans la même direction, disciplinés et infatigables. Le chevalier commenta à quel point ils se donnaient à fond. Le prince sourit et expliqua que les 2 équipes rivalisaient pour 5 pièces d'argent supplémentaires, et que la cupidité était un moteur étonnamment efficace. Il ajouta qu'une fois l'entraînement terminé, les opérations seraient déplacées à Littletown. Le chevalier hésita, demandant s'il parlait du navire de béton. Le prince hocha la tête. C'était exactement ainsi qu'il l'appelait. Les jours avec moins de neige donnèrent aux ouvriers juste assez de temps pour tout terminer, le traitement anti-corrosion, un dépôt pour les boulets de canon, et même une plateforme depuis laquelle Wendy pourrait contrôler le vent. Le chevalier comprit alors pourquoi l'entraînement de Wendy était si crucial. Puis le prince lâcha la bombe, avec un naturel déconcertant. Le chevalier était désormais le commandant du navire. La panique fut immédiate. Carter protesta, affirmant qu'il n'avait jamais navigué de sa vie. Le prince haussa les épaules. Les sorcières s'en chargeraient de toute façon, ajoutant qu'il avait besoin de personnes de confiance à bord. Le canon tira. Une explosion assourdissante retentit, et le prince afficha sa fierté face à tout ce que cela rendrait possible. Nous offrant ainsi une image digne d'une affiche de film. D'un coup sec porté à une bouteille, Lightning déclara le navire officiellement inauguré, débordante de cet enthousiasme téméraire qui la définissait. Elle fut nommée navigatrice de Littletown. Et donna l'ordre de lever l'ancre. Le lieutenant Pin, le père de Nana, félicita Lightning. Le chevalier, désormais capitaine contre sa volonté, semblait profondément regretter chacune de ses décisions de vie. Lightning lui donna une tape sur l'épaule et l'assura qu'il était parfait pour le poste, elle avait grandi en mer, et son père respirait pratiquement l'eau salée. En explorant le navire, elle resta bouche bée devant des constructions différentes de tout ce qu'elle avait vu auparavant. Comme les voiles, faites de différents cuirs. Le chevalier signala que le temps calme avait été soigneusement choisi pour l'essai. Lorsque le navire commença à avancer, tout semblait se dérouler parfaitement. Brian prit la barre. Lightning cria « Barre tout à tribord ». Le chevalier répéta l'ordre. Elle s'arrêta, confuse, et lui demanda pourquoi il faisait l'écho. Il expliqua qu'il suivait les ordres du prince. Brian, malheureusement, n'avait aucune idée de ce que tout cela signifiait. Lightning se tapa le visage et prit les commandes elle-même. Elle tourna violemment la barre vers la gauche, envoyant une vague de panique à travers l'équipage. Quand tout fut terminé,
Elle admit quelque chose de rare, Roland avait remarqué des détails que même des marins vétérans auraient pu manquer. Puis elle dit à Wendy d'activer le vent. Plus tôt, à Bordertown, Wendy se souvenait de la façon dont le prince lui avait proposé de s'entraîner à utiliser ses pouvoirs. Ses premiers essais ne faisaient que sécher de la viande. Maintenant, elle dépassait ses limites, canalisait sa magie et propulsait le navire vers l'avant, le faisant glisser sur l'eau. Lightning et le chevalier étaient en euphorie. Ça fonctionnait vraiment. Le lieutenant Pin observa avec émerveillement, murmurant que le prince avait transformé des rochers en bateaux. À ce stade, il était convaincu qu'il n'y avait rien que cet homme ne puisse accomplir. Brian reçut des éloges pour s'être amélioré aussi rapidement à la barre. Il les attribua immédiatement à Lightning, qui l'avait guidé à chaque instant. Il se demanda si elle l'aidait, ou le torturait. Mais sur la plateforme, Wendy commença à vaciller. Une sueur glacée recouvrit sa peau tandis que sa magie s'épuisait. Elle se reprochait de ne pas avoir assez pratiqué. Elle se força à tenir jusqu'à atteindre la rive. Lightning s'approcha, inquiète, mais à cet instant, tout s'assombrit. Lightning cria immédiatement des ordres, indiquant au navire de se diriger vers la rive tandis que Wendy s'effondrait. Ils la trouvèrent glacée, trempée de sueur froide. Le reproche arriva vite, pourquoi n'avait-elle rien dit? La malchance s'accumula, et le navire heurta des rochers, risquant d'endommager la coque. Pin assura toutefois que tout allait bien, pour le moment. Le capitaine cria des ordres, envoyant Lightning escorter Wendy pendant que les autres sécurisaient les voiles. Lorsque Lightning partit, le capitaine contempla le navire abîmé, le cœur lourd. L'essai n'avait pas été un échec. Mais ce n'était pas non plus un succès. Deux problèmes étaient désormais évidents, Wendy avait besoin de chaleur sur la plateforme, et le navire devait mieux résister aux impacts. Des leçons apprises au bord de la tragédie. Très loin de là, une calèche avançait. Son conducteur était calme, tandis que de violents cris résonnaient depuis l'intérieur. À l'intérieur, un prêtre frappait une fillette sans la moindre pitié. Il lui disait qu'elle ne méritait rien d'autre que douleur et souffrance. Et elle n'était pas la seule prisonnière de cette calèche. Le conducteur lança des regards furtifs aux fillettes et sentit un nœud silencieux de compassion lui serrer la poitrine. L'homme pouvait être brutal, mais sans lui, ses enfants auraient gelé au bord de la route. Pour lui, c'était leur salut. Oui, bien sûr, ces filles étaient sûrement très reconnaissantes pour ce genre de salut. Lorsque le prêtre sortit enfin, il donna l'ordre de repartir. Le conducteur obéit et demanda si les fillettes étaient des orphelines du royaume de Wolfheart. Le prêtre confirma calmement, expliquant que les églises recueillaient des enfants chaque fois que la faim et le froid dépassaient les capacités des familles. Il ajouta que dernièrement, l'église accueillait 10 fois plus d'enfants qu'avant, et que les ressources étaient limitées. C'est pourquoi, dit-il doucement, avoir un conducteur fiable comme lui était une bénédiction. Le conducteur se sentit honoré. 20 pièces d'argent pour un seul voyage était plus que juste, surtout pour un homme avec une seule jambe. Conduire lui convenait. C'était un travail honnête. Ce qu'il ignorait, c'est que ces fillettes n'étaient pas des orphelines ordinaires. C'étaient des sorcières. Et c'est pour cela que le prêtre payait aussi généreusement. Bien sûr, rien de tout cela ne lui était dit. Le prêtre lui demanda simplement de continuer d'avancer, d'éviter les questions, et promit le paiement complet à l'arrivée. Il lui ordonna également de s'arrêter bientôt pour acheter de la nourriture aux fillettes. La nuit, ils s'arrêtèrent dans une auberge pour manger. Pendant que le conducteur attendait, le prêtre dit avec désinvolture à une femme qu'il lui avait apporté de tendres fillettes, pour qu'elle choisisse. Les mots sonnèrent mal. Très mal. Tandis que le prêtre exposait les enfants comme de la marchandise, le conducteur détourna le regard. Il pensa que parfois, dans la vie, il fallait faire des sacrifices pour survivre. Il ferma les rideaux, incapable de supporter l'humiliation qui se déroulait derrière lui. Et se dit qu'une fois arrivés à la ville sainte, leur vie changerait. Très loin sous terre, l'archevêque Maine descendait une fois de plus dans une immense chambre secrète. Il vérifia que tout était en ordre et poursuivit sa marche. Peu importe le nombre de fois qu'il passait par là, l'immensité de la coupole lui coupait toujours le souffle.
Il la loua comme un miracle naturel, sûrement façonné par la volonté du Seigneur. À la surface, l'église d'Hermès représentait la stabilité, mais ici en dessous, pensait-il, se trouvait le véritable cœur de l'église. Un chevalier l'escorta plus profondément dans les installations souterraines. Ces chevaliers n'étaient pas de simples gardes, c'étaient les limiers les plus loyaux de l'église. Leur récompense pour l'obéissance était un foyer taillé dans ces tunnels. La désobéissance leur valait un destin bien plus sombre. Certains couloirs menaient à des bibliothèques remplies de doctrines et d'histoires. D'autres conduisaient à des cellules, où des criminels étaient enfermés pour pourrir à vie. Même des innocents. Derrière une autre porte, des voix désespérées résonnaient depuis la prison. Les prisonniers suppliaient, offrant tout, âme, vie, dignité pour obtenir la liberté, ou simplement pour mourir. Le prêtre s'arrêta devant une cellule scellée par un lourd cadenas. Il ordonna au chevalier d'attendre à l'extérieur. Seul, il parla doucement, exhortant le prisonnier à bien manger. Les repas étaient dignes d'un roi. À l'intérieur de la cellule se trouvait le roi Wimbledon. Oui, vous avez bien entendu, le roi que l'on croyait mort était vivant. Mais, comment? Le vieux roi ricana faiblement, se demandant comment de la nourriture pouvait même arriver dans un endroit pareil. 6 mois emprisonné, sans nouvelles. Et la seule chose qu'il réussit à demander concernait ses enfants. Mais ne jugea pas prudent de répondre à cette question. Mais le roi le pressa, disant qu'il allait mourir de toute façon. Sous la pression, le prêtre finit par parler. Gerald Wimbledon, le premier prince, avait été exécuté sur ordre de Timothy Wimbledon pour trahison. La 3e princesse, Garcia, s'était proclamée reine de Clearwater. Un affrontement avec Timothy était désormais inévitable. Quant au 4e prince et à la 5e princesse, on ne savait pas grand-chose, on pensait qu'ils étaient encore en vie. C'était tout ce que le prêtre offrait. La nouvelle écrasa le vieux roi. La douleur se glissa dans sa voix, incapable de croire ce qui arrivait à ses enfants. Il demanda pourquoi on faisait cela. Men, le visage froid, répondit que tout cela découlait du décret royal. Lui rappelant que c'était le roi lui-même qui avait attribué les territoires à ses enfants, désignant le meilleur comme futur roi. Le roi, toujours incrédule, commença à accuser Men d'être responsable de tout cela. Disant qu'il l'avait kidnappé le jour des prières, dépouillé de ses biens. Utilisant une sorcière pour créer un double de son corps, uniquement pour éliminer son fils aîné. Il admit que l'influence de l'Église s'était étendue partout. Mais pourquoi forcer ses enfants à s'entre-déchirer avec des décrets royaux? Il ne l'aurait jamais permis. Jamais. Le prêtre répondit calmement. Nous ne pouvions pas dire qu'ils devaient s'entre-tuer, et puis, ce n'est pas quelque chose qu'un roi dirait, n'est-ce pas? Je suis certain qu'à ce stade de l'histoire, vous êtes aussi choqués que moi en le racontant. Men ajouta que ses enfants étaient déjà adultes, prenaient leurs propres décisions et gouvernaient. Comme Garcia, qui avait pris le port de Clearwater. Elle ne serait jamais restée assise pendant que son frère Gérald prenait le trône. Mais cela n'avait aucune importance. Le temps était un luxe que l'Église ne pouvait se permettre. Éliminer le roi avait été nécessaire pour assurer le contrôle, car la monarchie s'opposerait toujours au développement de l'Église. Des mesures devaient donc être prises. Le prêtre déclara la fin de l'ancien ordre. Plus de 4 grandes nations, Down, Wolfhart, Everwinter et Greycastle. Le continent serait uni. Sous l'autorité de l'Église. Le roi tomba à genoux, du sang s'écoulant de sa bouche. Même alors, il réussit à maudire le prêtre, jurant de l'attendre en enfer. Le prêtre ne réagit presque pas. L'enfer, dit-il, était sans importance face au grand dessein de l'Église. Il assura que tout cela visait le salut de l'humanité. Le roi mourut là, dans sa cellule, empoisonné. Notre excitation de le voir vivant fut de courte durée. Le prêtre le regarda et lui assura que l'Église triompherait. Et qu'il ferait ainsi face au véritable ennemi à venir. Sur ces mots, Men prit congé, retournant à ses devoirs. Ce qui semblait être une fin pour les règnes était en réalité un commencement pour l'Église. Au sommet des montagnes,
le camp de l'association des sorcières baignait dans un silence de deuil. Les sorcières pleuraient les sœurs qui n'avaient jamais survécu à leur maturité. L'une d'elles exprima la question que toutes se posaient, que se passerait-il maintenant? Elle-même échappait à peine à la mort, et perdait régulièrement une sœur lors de la maturité. Les sœurs de combat et leur maîtresse, parties chercher la montagne sacrée, étaient portées disparues depuis 2 semaines. Les réserves de nourriture étaient dangereusement basses. Tout semblait annoncer un avenir sombre pour ces sorcières. Soudain, des pas résonnèrent dans les tunnels. L'alerte fut donnée. Mais c'était Liv qui surgit, titubante. Elle tomba à genoux, complètement épuisée, et s'effondra face contre la pierre. Tout devint noir, seules les voix de ses sœurs appelant son nom résonnaient. La scène recula dans le temps. Avant cela, elle marchait seule sur un sentier désolé. Son visage était pâle, la faim lui tordait l'estomac, et elle portait la culpabilité de la mort de ses sœurs de combat. Puis la maturité la frappa comme un marteau. Douleur, peur et magie explosèrent en même temps. Une ombre monstrueuse se dressa derrière elle. Elle se retourna, suppliant à l'aide. Et se réveilla soudain en criant. Hummingbird, heureuse de la voir se réveiller, lui dit qu'elle était restée inconsciente pendant 2 jours entiers depuis son retour au camp. Les sorcières l'entourèrent, l'inquiétude gravée sur chaque visage. Elles imaginaient à quel point tout cela avait été difficile pour Liv. Elles ajoutèrent que leurs médicaments n'avaient pas suffi à stopper la gangrène causée par les engelures, et qu'elles avaient dû lui amputer 2 doigts de chaque pied. Liv, calme, se contenta de remercier d'être en vie, contrairement à ses sœurs. À ce moment-là, l'une d'elles s'excusa d'aborder des sujets aussi lourds si tôt. Liv balaya cela et demanda ce qui se passait. On lui annonça qu'elles avaient décidé que, si Kara ne revenait pas, Liv devait devenir leur maîtresse. L'association était trop fragile pour perdre davantage de membres. Elle était la seule sorcière de combat encore en vie, et elles avaient besoin d'elle pour les guider. Sans hésiter, Liv prit sa décision. Elle proposa de retrouver Nightingale. L'annonce laissa tout le monde stupéfait. Beaucoup doutaient encore de l'histoire de Nightingale à propos de Border Town. Elle doutait même que Wendy soit toujours en vie. Liv les rassura. Elle enquêterait seule dans un premier temps, pendant que les autres attendraient. Si la ville était sûre, elle pourrait devenir leur nouvelle montagne sacrée. Mais si ce n'était pas le cas, elle assumerait son rôle de maîtresse. Elle désigna la sorcière aux cheveux violets, Scroll, comme maîtresse si elle ne revenait pas confiance accordée. Foi placée. Scroll hésita face à cette responsabilité. Mais Liv lui rappela que, même si sa magie n'était pas faite pour le combat, cela n'avait rien à voir avec la capacité à diriger. Elle lui rappela qu'elle faisait partie de l'association depuis de nombreuses années, tout comme Wendy, et qu'elle avait une grande expérience. Il n'y avait personne de plus apte qu'elle pour ce rôle. Scroll demanda ce qui se passerait si Nightingale disait vrai. Liv répondit avec détermination, si c'était le cas, l'association n'aurait plus de raison d'exister, et Border Town deviendrait leur foyer. De retour à Border Town, les monstres attaquèrent les remparts. L'un d'eux bondit par-dessus, et Vanet planta sa lance directement dans son ventre. La lance se brisa. La bête s'écrasa lourdement. Un soldat ordonna immédiatement de préparer les mousquets. Les tirs éclatèrent, abattant les monstres sur place. Un soldat tendit une nouvelle lance à Vanet. Le vice-capitaine fut surpris de voir Claw et lui demanda ce qu'il faisait avec la première division. Claw répondit simplement qu'il allait là où on avait besoin de lui. Vanet lui dit de rester vigilant s'il ne voulait pas finir en nourriture pour loup. Le capitaine observa les monstres abattus. Cela faisait déjà 3 heures qu'ils attaquaient la muraille. Mais ces bêtes démoniaques ne semblaient pas représenter une réelle menace pour les remparts. Claw déclara qu'ils devaient rester sur leur garde malgré tout. Mais depuis que le prince avait pris le commandement, Border Town savait se défendre. Avant, ils avaient besoin de la forteresse de Lonson et de son armée. Maintenant, ils pouvaient se défendre seuls, devenus si forts grâce à lui. Plus personne ne se moquerait d'eux, et ils devaient tout cela à Roland. Lui qui ne les avait jamais laissés abandonner, toujours présent à chaque bataille. Puis un cri déchira l'air. Une nouvelle menace approchait. Un monstre hybride.
Un lion ailé. Roland exigea qu'ils agissent selon le plan. Lightning s'élança en avant, impatiente de l'affronter, mais le prince la retint immédiatement. Pas de précipitation, pas de quête de gloire, uniquement le plan. Lightning serait l'appât. Elle garderait l'attention du démon, volerait à une altitude contrôlée, et l'attirerait exactement là où il le voulait. Il lui précisa de garder ses distances avec la créature. Un soldat cria que l'hybride était déjà sur la surface de la muraille. Lightning, surexcitée, promit qu'elle ferait attention et que ce lion ne pourrait même pas la toucher. Le prince donna le signal, lançant officiellement la chasse. Et alors Lightning se tourna vers Roland et lui dit que son cri de guerre ressemblait moins à celui d'un commandant, et davantage à celui d'un chien qui geignait. Elle disparut aussitôt après l'avoir dit. Le prince resta là, stupéfait, remettant soudain en question tout son vocabulaire de guerre. Il se tourna vers les autres sorcières et demanda si ça sonnait vraiment aussi mal. Elles le confirmèrent sans hésiter. Il expira, profondément offensé par la réalité, et leur dit de suivre le plan et de rester en sécurité. Elles acquiescèrent, parce que survivre passait d'abord, et les moqueries pouvaient attendre. Malgré tout, le prince leva les yeux vers le ciel et sourit. Tout avançait exactement comme il le fallait. En contrebas, le monstre s'agaçait davantage à chaque seconde. Lightning n'arrêta pas de le bombarder de petites pierres, comme si elle cherchait la bagarre avec une catastrophe naturelle. Elle le provoqua, tourna autour de lui, s'échappa à toute vitesse, et transforma la chasse en jeu de cour d'école. La bête rugit en retour, furieuse, et la poursuivit avec une rage pure de prédateur. Elle frappa le sol d'un impact lourd, fendant la pierre, tentant de l'attraper. Lightning, elle, continua de sourire comme si c'était le meilleur jour de sa vie. Elle le guida droit vers la place du village. À ce moment-là, Nightingale et Anna se préparèrent à l'attaquer depuis la place. Nightingale glissa dans son espace dissimulé, courant avec Anna, la voix tranchante d'urgence. Même cachée, avertit-elle, le monstre pouvait encore les sentir, son instinct traversait les artifices. Il fallait donc quelqu'un pour le distraire. Les flammes d'Anna ne portaient qu'à environ 5 mètres. Alors Nightingale lui dit qu'elle s'approcherait par l'arrière du démon, en la prévenant qu'elle n'aurait qu'un seul tir propre, et qu'elle ne pouvait se permettre aucune erreur. Dehors, Lightning occupait la bête, tissant autour d'elle comme un moustique mu par une vengeance personnelle. L'hybride de lion ailé était si furieux que, littéralement, on aurait dit qu'il voyait rouge. Alors Nightingale donna l'ordre et l'ouverture apparut. Et Anna bondit. Dès qu'elle eut la bête en vue, Anna libéra instantanément ses flammes vertes, et la chaleur hurla à travers la place. Une entrée de super-héroïne, iconique. Même Nightingale le sentit de loin. Le feu enveloppa l'hybride, lui laissant zéro échappatoire. Lightning se vanta au milieu du chaos que le feu d'Anna pouvait faire fondre de l'acier, alors un monstre n'avait aucune chance. La bête fut réduite en cendres. Et le prince, en le voyant disparaître, sentit un soulagement l'envahir. Wendy dit qu'Anna n'avait même pas eu besoin d'aide. Puis quelque chose d'étrange se produisit. Les autres monstres commencèrent à battre en retraite, sans résistance finale, sans charge désespérée. Alors les soldats se mirent à crier de regarder le ciel. Le prince leva les yeux, et se figea. Les nuages sombres se déchiraient, et la lumière du soleil perçait, comme si le monde lui-même expirait enfin. Les mois démoniaques étaient terminés. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les gens sortirent dehors, levant les yeux comme s'ils craignaient que le ciel change d'avis. Le prince rassembla tout le monde. Dès qu'il commença à parler, soldats et habitants éclatèrent en acclamations, criant que personne n'avait eu faim cet hiver sous son commandement. Il leur rappela que les mois démoniaques étaient désormais derrière eux. Border Town avait survécu avec peu de pertes. Et c'était parce que les civils s'étaient battus comme une véritable armée. Il lança un regard tranchant vers le passé. La forteresse de Lonesome les menaçait autrefois de faim et de froid, agissant comme si la survie de Border Town dépendait de sa miséricorde. Mais cet hiver avait révélé la vérité. Border Town pouvait tenir debout seul.
La foule rugit encore plus fort, ivre d'indépendance. Et le prince, sourire aux lèvres, décida qu'il méritait mieux qu'un discours. Il annonça une immense célébration, parce que c'était un jour à graver dans la mémoire. Un défilé de victoire, et quiconque viendrait danser sur la place recevrait de la viande glacée au miel. Quand le défilé commença, le chevalier escorta un énorme morceau de viande comme si c'était un trésor sacré. Le chasseur Iron Axe prit en charge le grill, allumant le feu comme s'il lançait un rituel. Les flammes crépitèrent. L'air se remplit de douceur et de fumée, et l'odeur de la viande qui grésillait frappa la foule comme une arme. Iron Axe posa des règles simples, tu danses, tu as de la viande. Tu danses plus, tu en as davantage. Les gens entrèrent confiants, persuadés que danser était facile. Puis ils commencèrent à traîner leurs amis, parce que sans danse, pas de viande, les personnes ne voulaient être celui qui restait immobile pendant que les autres mâchaient. La nuit devint bruyante et vivante, chants, tours, pas martelés autour du feu, comme s'ils tentaient de chasser l'hiver pour toujours. Et pour la première fois, la peur qui leur avait gelé les os toute la saison se relâcha enfin. Mais le chevalier ne pouvait pas s'empêcher de s'inquiéter. Il fit remarquer qu'il consommait la dernière réserve de viande, et qu'il ne mangerait plus rien avant la prochaine livraison. Le prince parut légèrement déçu parce que oui, diriger est difficile quand on fait attention aux détails. Mais il accepta quand même, laissant les civils profiter de ce qu'ils avaient gagné en se battant. Parce que voir ça lui suffisait, tout le monde heureux, tout le monde uni. Il dit que cela deviendrait une tradition au fil des années. Ainsi, il pourrait se distinguer des autres dirigeants et faire de cet endroit un foyer, un lieu où cela valait la peine de rester. Pendant que le village célébrait, le prince retourna au château pour un banquet privé. Et à l'intérieur, les sorcières l'attendaient déjà comme si ça, c'était la vraie fête. Lightning déclara officiellement le festin ouvert dès qu'il entra. Anna rôtit des poulets sucrés avec sa magie, les cuisant à la perfection, et Nana faillit s'évanouir rien qu'à l'odeur. Nightingale découpa la viande avec une précision d'experte, transformant le dîner en œuvre d'art. Lightning et Nana rayonnaient presque. Pour elle, un barbecue après tant d'horreur était le plus grand luxe que la vie pouvait offrir. Le prince les observa, sincèrement heureux. Des personnes avec des pouvoirs comme les leurs, pensa-t-il, ne devraient plus jamais être traitées comme des déchets. Wendy demanda à Lightning de boire avec modération, mais elle assura qu'elle avait une grande tolérance à l'alcool. Oui, Lightning, on te croit. Aujourd'hui, ces filles seraient clairement l'âme des soirées, aucun doute. Le prince se fit la promesse de leur offrir la meilleure vie possible ici. Et puis Lightning lui posa un baiser doux sur la joue. Sans prévenir. Nightingale et Anna se figèrent. Le prince aussi, comme si son cerveau venait de passer en écran de chargement. Quand elles demandèrent à Lightning pourquoi, elle haussa les épaules comme si c'était évident. Lors des célébrations, affirma-t-elle, c'était la tradition que les femmes embrassent le dirigeant du territoire. Elle précisa que son père l'avait toujours laissé faire, il n'avait pas cette coutume à Greycastle. Roland répondit aussitôt que non, et lui dit qu'elle avait déjà trop bu, mieux valait qu'elle aille dormir. Nightingale se tendit immédiatement, une gêne éclairant son regard. Et quelque chose de plus tranchant, de la jalousie. Lightning, boudeuse, déclara qu'elle n'était pas ivre. Et le prince ajouta que, ivre ou pas, il était presque l'heure d'aller se coucher. Puis le prince, un peu gêné en regardant Anna, leur dit de continuer à manger, il restait encore le dessert. Et Anna le fixa avec ce regard qu'on connaît tous, celui qui veut dire bien plus. Quand minuit arriva, le prince avait la tête qui tournait à cause de l'alcool. Le monde tanguait, jusqu'à ce qu'il voie Anna s'approcher. Elle s'arrêta assez près pour le faire rougir. Et il se justifia immédiatement, insistant sur le fait que le baiser de Lightning était pratiquement un accident. Anna fut d'accord. Sans reproche, sans drame, juste une acceptation calme. Il ajouta que Lightning était jeune et qu'il ne la voyait pas de cette manière. Anna acquiesça encore, mais son silence portait quelque chose de plus profond. Alors elle avoua la vérité. Elle attendait un moment en tête-à-tête, parce qu'elle n'était pas aussi courageuse que Lightning.
Ils se rapprochèrent, à quelques centimètres. Et Anna finit par l'embrasser, doucement et avec prudence, comme si elle craignait que le monde la punisse pour avoir voulu quelque chose. Puis elle se contenta de lui souhaiter bonne nuit. Ailleurs, Wendy était dans sa chambre, noyée sous des livres de l'église. Et plus elle lisait, plus elle se sentait confuse. Ces textes sur les origines mentionnaient à peine des dieux. Ils balançaient juste le titre de pape, comme si cela expliquait tout. On avait l'impression qu'il n'y avait eu qu'un seul pape, et que les livres devenaient de moins en moins distincts au fil des pages. Rien n'avait de sens. Nightingale entra et la trouva en plein tourbillon mental. Wendy referma le livre d'un coup et s'illumina aussitôt. Elle mentionna qu'elle avait dû accompagner Nana. Wendy ajouta que Lightning s'était endormi en appelant son père comme une enfant. Nightingale laissa échapper un rire discret et prit le livre, lui rappelant que lire la nuit avec une mauvaise lumière lui abîmerait les yeux. Wendy acquiesça, disant que Roland le lui avait déjà dit. Et pour nourrir notre curiosité, Wendy demanda à Nightingale si le baiser que Lightning avait donné au prince l'avait dérangé. Nightingale rougit et le nia aussitôt. Wendy insista, lui disant de ne pas mentir. Et au final, Nightingale serra les dents et l'admit, oui, ça l'avait dérangé. Wendy répondit avec quelque chose de froid et de pratique. Roland Wimbledon était le 4e prince, et leur mission était de l'aider à prendre le trône et devenir roi de Greycastle. Elle insista sur le fait qu'il protégerait les sorcières sous son autorité, et quand le moment viendrait, il épouserait une princesse ou la fille d'un duc pour assurer l'avenir du royaume. Puis Wendy porta le dernier coup. Les sorcières ne pouvaient pas avoir d'enfants, un échange imposé par les cieux en contrepartie de leur pouvoir. Elle dit à Nightingale qu'elle devait comprendre ça. Nightingale, un éclat de douleur dans les yeux, répondit qu'elle comprenait. Wendy est le genre d'ami qui te gifle avec la vérité, de la manière la plus cruelle. Quand la célébration s'éteignit peu à peu, les habitants nettoyèrent les rues, épuisés mais souriants. Certains ressentaient déjà une étrange nostalgie des mois démoniaques, parce qu'avec ce prince, même survivre avait quelque chose d'inoubliable. Ils n'avaient aucune envie de retourner à la mine. Ils se demandaient ce que ferait la division d'artillerie maintenant que les démons avaient disparu. Vanet leur dit qu'il le saurait demain, ils ne croyaient pas que l'équipe se dissoudrait aussi facilement. On ne les avait pas recrutés uniquement pour ça. Il avait le pressentiment que quelque chose de plus grand que les démons approchait. Le matin arriva avec des trompettes stridentes. Tous les soldats se rassemblèrent, formant des rangs, poussés par l'urgence et la curiosité. Iron Axe annonça qu'ils avaient protégé Border Town des démons, et que maintenant chaque membre de l'armée civile deviendrait soldat privé du prince Roland. Mais il leur offrit un choix, si quelqu'un voulait partir, il pouvait le faire. Un soldat posa la question la plus évidente, rejoindre l'armée privée signifiait-il devenir chevalier aussi ? Iron Axe brisa ce fantasme et expliqua ce que cela signifiait vraiment. Une armée privée était une force professionnelle dédiée à protéger le prince et son territoire. Entraînement toute l'année, discipline plus stricte, et salaire plus élevé. Avec pour objectif de gagner des batailles à l'avenir. Certains n'étaient toujours pas convaincus. Alors Iron Axe révéla le véritable appât, il y aurait des rangs. Des performances exceptionnelles vaudraient des promotions. Les officiers seraient mieux payés. Et même, des terres. La foule s'enflamma immédiatement. L'ambition se réveilla comme un feu dans du bois sec. Mais la voix d'Iron Axe se durcit. L'enthousiasme n'excusait pas le comportement. En tant que soldats privés, leur conduite serait jugée bien plus sévèrement qu'avant. Briser le code ne vaudrait pas une simple remontrance, ce serait le travail forcé, ou la mort. L'escouade se raidit quand l'avertissement tomba. L'air s'alourdit, parce qu'il ne les menaçait pas pour le spectacle, il leur annonçait le prix exact de leur nouvelle vie. Il défia quiconque ayant des doutes de partir maintenant. Sans honte, sans supplication, une dernière chance de courir avant que la discipline ne devienne loi. Vanet hésita, mais il ne se reconnaissait plus en dehors de la milice. Même si un entraînement brutal l'attendait, il était déjà décidé, servir Roland n'était pas un travail pour lui, c'était un choix payé avec la peur et avec l'hiver. Personne ne partit. Alors Iron Axe éleva de nouveau la voix, avec le ton d'un capitaine qui a vu des hommes se briser,
et leur rappela ce qu'ils étaient désormais, l'armée privée du prince Roland. Et l'entraînement commença immédiatement. De retour au château, Lightning rapporta le plan comme si elle racontait des potins de guerre. Comme la neige couvrait encore les routes, dit-elle, les soldats ramperaient plus qu'ils ne couraient pendant leur routine quotidienne de 4 miles. Elle ajouta que ça avait l'air épuisant. Roland pensa qu'il devrait probablement ajuster ce régime. À ce moment-là, Lightning aperçut les nouveaux plans dessinés par Roland, les yeux brillants. Roland, lui, avait l'air d'un homme contemplant une montagne qu'il avait promis d'escalader. Il construisait une armée à partir de rien, règles, rangs, récompenses, punitions, toute la structure. L'ampleur de la tâche lui donnait mal à la tête, surtout parce que les échecs militaires, auxquels il jouait plus jeune n'étaient plus que poussière dans sa mémoire. Malgré tout, il était déterminé à créer quelque chose que personne de cette époque n'avait jamais vu. Quelque chose de professionnel, contrôlé, et incroyablement dangereux entre de bonnes mains. Alors qu'ils examinaient les plans, un mot attira leur attention, baïonnette. Avant qu'ils puissent approfondir, un coup à la porte interrompit la pièce. Les 2 sorcières disparurent instantanément, laissant Roland répondre seul. Le vieux conseiller entra avec une autre surprise. Un aristocrate nommé Cornelius, de la forteresse de Lonsong, était revenu et exigeait une audience. Cornelius était parti pendant les mois démoniaques. Maintenant, il était furieux parce que son manoir avait été démoli pour le projet des remparts. Roland l'affronta sans détour. Cornelius posa le problème sur la table et exigea de savoir pourquoi le prince avait permis qu'on détruise sa maison. Il s'assura même de mentionner le prix, 150 pièces d'or. Parce que pour Cornelius, l'argent était un argument censé gagner à lui seul. Roland demanda calmement s'il parlait de la maison la plus à l'ouest de Bordertown. Cornelius le confirma aussitôt, raide d'indignation, légitime. Roland s'excusa sans hésiter. La maison était trop proche des remparts et bloquait le mouvement des troupes, donc elle devait disparaître. Mais ensuite, il tendit une branche d'olivier, la ville rembourserait la perte. Cornelius se ranima immédiatement. Pas soulagé, intéressé. Il demanda combien. Roland donna le chiffre, 20 royales d'or. Cornelius s'offensa comme si on venait de le voler une deuxième fois. Il se plaignit comme si le prince le rabaissait exprès. Il finit par accepter, mais exigea de savoir où il pouvait récupérer son argent. Et c'est là que Roland donna la vraie réponse, les fonds avaient déjà été transférés au véritable propriétaire du bien. Le visage de Cornelius changea complètement. Il frappa le bureau et affirma que ce propriétaire, c'était lui. Roland ne haussa pas la voix. Il se contenta de tourner le couteau avec une simple question, si c'était vraiment sa maison, pourquoi n'y avait-il pas mis les pieds une seule fois pendant les mois démoniaques? Cornelius tenta de se sauver en disant la vérité, il était resté à la forteresse de Lonsong parce qu'il ne voulait pas mourir à Bordertown. Et les yeux de Roland s'aiguisèrent. Parce que cette phrase était une confession en costume. Alors Roland se pencha et demanda si Cornelius admettait qu'il avait abandonné son souverain par peur. Un noble qui déserte pendant une crise, ce n'était plus de la lâcheté, c'était de la trahison parfumée. Le chevalier en chef intervint comme une lame sortant de son fourreau. Il serra l'épaule de Cornelius et lui dit qu'il existait encore un moyen de transformer cela en malentendu. Il devait seulement admettre que la maison n'avait jamais été à lui, partir en silence, et personne n'aurait besoin d'en faire un exemple public. Mais s'il insistait pour rester, l'accusation serait trahison, et la sentence serait l'exécution immédiate. Cornelius commença à transpirer comme si son propre corps le trahissait. La peur travailla vite. Il finit par l'admettre, la maison n'était pas à lui. Roland resta calme, presque poli, et lui dit de partir. Sans drame, sans spectacle, juste, dehors. Mais Roland n'avait pas fini d'envoyer des messages. Avant que Cornelius ne s'enfuît vers Lonsong, Roland lui demanda de transmettre un avertissement aux autres, si un autre noble revenait en espérant lui faire perdre son temps, il ferait mieux d'y réfléchir à 2 fois. Parce que Bordertown ne jouait plus selon les anciennes règles. Cornelius repartit furieux. Il frappa un arbre proche de frustration, persuadé que lorsque le duc de Lonsong reprendrait le contrôle, Roland serait traîné en chaîne et qu'il pourrait se moquer.
Il continua d'avancer, bouillonnant de rage, jusqu'à voir une femme couverte de la tête aux pieds. Et quand elle bougea, quelque chose en elle le glaça. Elle était élégante d'une façon qu'il n'avait jamais vue. Même pas chez les princesses. Il la regarda avancer vers le château avec détermination, et une idée avide s'infiltra dans son esprit, était-ce l'épouse de Roland? Dans la ville, la femme se recouvrit de nouveau le visage, se mêlant à la foule. Et elle s'arrêta en voyant à quel point les rues étaient vivantes, alors que les mois démoniaques venaient à peine de se terminer. Ce n'était pas une ville qui avait à peine survécu. C'était un endroit qui avait refusé de mourir. Aux portes du château, elle s'arrêta, si Nightingale disait vrai, elle devrait pouvoir entrer par l'entrée principale. Elle hésita une dernière fois. Puis elle se dit que même si ça tournait mal, elle pouvait gérer au moins 2 gardes. Les chevaliers réagirent immédiatement, ordonnant à la silhouette encapuchonnée de reculer. Les roturiers n'entraient pas au château comme s'ils possédaient l'air. Mais elle ne recula pas. Leaf abaissa sa capuche. Sa beauté frappa comme une arme. Et elle se présenta avec courage, elle était une sorcière. Les gardes échangèrent des regards, confus, coincés entre l'entraînement et l'incrédulité. Mais ils lui demandèrent ce qu'elle voulait. Leaf fut surprise, aucune attaque, rien. Elle avala sa salive et força sa voix à rester ferme. Elle demanda à voir Nightingale, Nana ou Anna. L'un des gardes décida d'aller prévenir à l'intérieur. Et le cœur de Leaf se mit à marteler pendant qu'elle attendait. Parce que peut-être que c'était un piège. Peut-être que le garde ramenait des renforts. Ou pire, peut-être que Nightingale avait menti, et que Nana et Anna n'existaient même pas. Leaf baissa les yeux, essayant de se préparer à la trahison. Puis des bras l'enveloppèrent. Des étreintes chaudes. 2 en même temps. Leaf releva la tête et se figea. Nightingale et Wendy la tenaient comme si elles avaient peur qu'elle disparaisse. Leurs yeux brillaient d'une joie humide. Le choc de Leaf se brisa en quelque chose de fragile. Wendy se pencha et lui murmura « Bienvenue à la maison ». Et dès que ces mots tombèrent, Leaf craqua. Elle se mit à pleurer elle aussi, comme si elle avait porté le poids des montagnes dans ses poumons. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus seule. Ailleurs dans le château, Roland bâilla comme un homme qui n'avait pas bien dormi depuis des semaines. Wendy lui apporta du thé, essayant de le garder fonctionnel. Dans ce calme, Roland demanda où était Nightingale. Wendy sourit, rayonnante, et dit que Nightingale accueillait une nouvelle sœur qui venait d'arriver. Roland faillit s'étouffer avec son thé. Parce qu'une nouvelle sorcière qui arrivait, ce n'était pas rien, c'était une porte qui s'ouvrait. Wendy continua, débordante d'excitation. Les sœurs de l'association étaient arrivées à Bordertown. Roland resta là, surpris et enthousiaste à la fois. Il demanda si elles ne cherchaient pas la montagne sacrée, combien elles étaient, et si Kara était avec elles. L'expression de Wendy s'adoucit. Elle lui dit que Kara n'était pas là, et qu'il ne restait plus que cette sorcière. Les autres avaient été anéantis par des monstres en chemin. Elle s'excusa vite, disant qu'elles étaient arrivées pendant que Roland dormait et qu'elle leur avait permis d'entrer au château. Elle demanda pardon comme si elle s'attendait à de la colère. Mais Roland n'était pas en colère. Il brillait presque. Plus de sorcières, peu importe leur pouvoir, peu importe combien il en restait, cela voulait dire plus de vies sauvées. Et pour lui, ça valait tout. Bon, c'est tout pour cet épisode. Et maintenant, la question inévitable, Team Nightingale ou Team Anna? Dites-le dans les commentaires. Si l'épisode t'a plu, laisse un like parce que l'algorithme est plus froid que les mois démoniaques. On se retrouve au prochain, parce que l'église a déjà déplacé une autre pièce, et tout ça ne fait que commencer. Ciao.